Bismillahirrahmanirrahim. Asma Qadiri, Ustadhat Madat Ulum Al-Hayat wal-Ard. Je vous propose aujourd'hui comme activité une activité de soutien, d'accord, qui vise la correction de l'examen national du baccalauréat, session normale 2016, série sciences expérimentales, filière sciences physiques. On va attaquer en premier lieu partie 1, puis partie 2, sujet 1. Allons-y. Alors, comme vous le savez, l'examen national du baccalauréat session normale 2016 comporte bien sûr une partie 1 qui concerne la restitution des connaissances et elle vise l'unité 4. Et une partie 2, exploitation des documents, c'est le sujet 1, il vise l'unité numéro 1. Alors, commençons par la première partie qui est la restitution des connaissances et c'est sur 5 points. Alors, s'il vous plaît, en noir et à gauche, vous trouverez les données de l'exercice, de l'examen, et à droite, les réponses que vous devez donner. Alors, en premier lieu, on nous demande de définir les notions suivantes, à savoir le métamorphisme et le minéral indicateur. Donc, sur ma feuille de production et avec un stylo vert, je note première partie, définition. Alors, le métamorphisme, vous savez très bien que cette partie, je dois parfaitement maîtriser les connaissances de mes différentes unités, quelle que soit l'unité testée. Donc, c'est un phénomène géologique qui correspond aux transformations minéralogiques et structurales d'une roche préexistante à l'état solide sous l'effet de variations de température et ou de pression sans changement dans sa composition chimique. D'accord? Je fais un deuxième tiré minéral indicateur. Il indique quelque chose. Qu'est-ce qu'il indique justement? Les conditions, voilà. Alors notre minéral indicateur indique les conditions de pression et de température subies par la roche métamorphique qui contient ce minéral au cours de sa genèse ou au cours de sa formation. Puis, on me demande pour la deuxième question de donner deux caractéristiques, concernant premièrement les chaînes de subduction. Alors, ma réponse doit être formulée de la sorte. Donc, j'ai écrit grand 2, petit 1. N'oubliez ni le numéro de la question, ni la partie. D'accord? Alors, grand 2, petit 1. Les chaînes de subduction se caractérisent par... Je peux citer par exemple l'existence de fosses océaniques de prismes d'accrétion, comme je peux parler du volcanisme andésitique et plutonisme, répartition oblique des foyers sismiques selon le plan de Benioff, séquence métamorphique du schiste vert vers le schiste bleu vers l'éclogite. Je peux aussi parler des anomalies géothermiques qui sont justement enregistrées dans ces zones. Autre chose, c'est deux caractéristiques maintenant qui distinguent le granit d'anatexie du granit intrusif. Donc je dois insister sur le granit d'anatexie, une petite comparaison par rapport à l'intrusif. Premièrement, il occupe une grande surface, se forme en grande profondeur, ses limites avec les roches métamorphiques ne sont pas claires, liées au métamorphisme régional. Donc j'ai plusieurs caractéristiques, j'en choisis deux, aussi bien pour les chaînes de subduction que pour le granit d'anatexie. La troisième question maintenant, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. On me demande de recopier les couples suivants, vous voyez 1, 2, 3 et 4, et choisissez pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. Alors, dans ma réponse, regardez, je dois trouver le numéro de la question, en premier lieu, d'accord? Ensuite, je dois recopier mes couples et les remplir à chaque fois. Donc, je commence par le 1. Alors, on me dit que le magma andésitique se forme suite à la fusion partielle d'une roche nommée. D'après mon cours, je sais que c'est la péridotite, mais n'empêche que je lis les différentes propositions. L'éclogite, non. L'argile, non plus. La péridotite, oui. Le basalte, non. Donc, c'est un C. D'accord? Ensuite, je passe à la deuxième donnée. On me dit que les chaînes de collision résultent de l'affrontement de deux plaques océaniques sous l'effet de contraintes compressives. Non, ceci c'est une subduction océano-océanique. L'affrontement de deux blocs continentaux après la fermeture d'un ancien océan, oui, ça c'est correct. Est-ce que c'est l'effet de force géologique extensive? Non, on est dans le régime compressif. Est-ce que c'est l'effet de force géologique compressive? Oui, mais pas au niveau de la dorsale océanique, au niveau des zones de convergence. Donc, ma proposition, c'est 2B. Je passe maintenant à la troisième donnée. On me dit que la séquence métamorphique est un ensemble de
Roche magmatique résultant du refroidissement? Non, on est dans le métamorphisme, c'est toujours à l'état solide. Roche ayant subi un même degré de métamorphisme? Non, c'est un degré de métamorphisme qui est différent. Est-ce que ce sont des minéraux? Non plus. Donc reste la dernière proposition, ce sont des roches métamorphiques qui résultent de la même roche-mère, oui, suite à des degrés de métamorphisme différents. Les migmatites maintenant, et là je sais que les migmatites c'est la limite, le passage progressif entre métamorphisme au métamorphisme thermodynamique et anatexie. Donc je recherche ici, sont des roches appartenant à une auréole du métamorphisme? Non, du tout. Est-ce que ce sont des roches ayant une texture mixte? Oui, puisqu'ils sont intermédiaires entre grenu, c'est l'anatexie, folier, c'est le métamorphisme thermodynamique, le haut degré du métamorphisme thermodynamique. Donc c'est la proposition la plus juste. Est-ce qu'elle résulte de la fusion partielle de la péridotite? Non. Est-ce qu'elle résulte de la fusion totale du gneiss? Non plus. Donc ma proposition pour la 4, c'est la 4B. Je passe maintenant à la question suivante et on me dit de relier chaque élément du groupe 1 à la définition du groupe 2 qui lui convient en recopiant le tableau ci-dessous. Donc je dois recopier ce tableau sur ma feuille de production et en le complétant avec des lettres qui correspondent à la définition convenable. Donc il suffit de mettre la lettre convenable ici et non pas reprendre toutes les phrases. Alors voilà le groupe 1, j'ai mes éléments. Et le groupe 2, j'ai des définitions. Par exemple, comme élément, j'ai volcanisme andésitique. Volcanisme andésitique, je sais qu'il se passe dans les zones de subduction. J'ai l'anatexie, le gneiss, le faciès métamorphique. Je vais essayer de rechercher la définition de chaque élément parmi les données de ce groupe. Alors, je dis structure de roche qui résulte d'un métamorphisme lié à une forte augmentation de la température et de la pression, ça c'est notre gneiss, d'accord. Pour ce type de question, je peux procéder de deux manières, soit rechercher la définition selon la succession d'éléments que j'ai ici, soit partir des définitions et rechercher l'élément qui lui correspond. Moi j'ai commencé par les éléments pour aller vers les définitions. Alors, la même chose, j'écris mon numéro de question, d'accord? Ensuite, je passe à ma réponse. Pour le 1, par exemple, après avoir bien sûr retracé le tableau, pour le 1, qui est le volcanisme andésitique, eh bien, il correspond au phénomène géologique qui consiste à l'écoulement de lave au niveau des zones de subduction. Donc, c'est un C, d'accord? Pour le 2, qui est l'anatexie, c'est la fusion partielle de roches qui ont atteint un degré maximal de métamorphisme, donc c'est notre 1B. Pour le gneiss maintenant, c'est la structure de roche qui résulte d'un métamorphisme lié à une forte augmentation de la température et de la pression, donc c'est le 3A, d'accord. La dernière proposition, le faciès métamorphique, c'est un ensemble de minéraux qui caractérisent des conditions de température et de pression données, donc c'est la pour la dernière proposition, c'est la 4D. Ça ne me prend pas beaucoup de temps dans la mesure où j'ai parfaitement appris mon cours et je passe maintenant donc à la deuxième partie qui est l'exploitation des documents qui est normalement notée sur 15 points. Nous allons travailler uniquement le sujet 1 pour cette partie, d'accord? Et ce sujet, comme on l'a vu tout à l'heure, va porter sur l'unité 1 et c'est noté sur 5 points. Alors, afin d'étudier l'effet du manque d'exercice sportif et du tabagisme, c'est-à-dire usage du tabac, sur les réactions responsables de la libération de l'énergie au niveau du muscle squelettique strié, on propose l'étude des données suivantes. Alors, quelles sont ces données justement? Le manque d'exercice sportif chez l'homme, d'accord, augmente sa fatigabilité. Il est de plus en plus fatigué. Pour expliquer l'origine de cette fatigabilité, une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes, l'une qui est entraînée pour un exercice physique de puissance donnée et l'autre qui est non entraînée. Le document 1 résume les résultats obtenus alors que le document 2 donne les résultats de la comparaison de la production d'acide lactique et la consommation du dioxygène chez ces deux personnes. Donc, on me propose deux documents ici. Le premier concerne
les caractéristiques de la mitochondrie, et le deuxième va concerner la quantité d'acide lactique produit ou la consommation du dioxygène, toujours chez les deux personnes, l'entraînée et la non entraînée. Et on me donne comme remarque que le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d'ATP au niveau des fibres musculaires. J'aurai besoin de cette remarque tout à l'heure. La question est la suivante. En exploitant les données des documents 1 et 2, expliquer l'augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. Donc on va dégager certaines remarques des documents 1 et 2 et on va essayer de les expliquer à partir de ce que représentent ces documents. Bien, alors pour le document 1, justement, on me propose une personne, les caractéristiques de la mitochondrie, telles que le volume total, l'activité des enzymes chez la personne entraînée et chez la personne non entraînée. Mais on me demande uniquement de travailler sur la personne non entraînée. Ça veut dire que les données concernant la personne entraînée seront une référence pour moi, pour pouvoir justement comparer entre les deux. D'accord? Alors pour le volume des mitochondries, je vois, et l'activité des enzymes aussi, je vois clairement que chez la personne non entraîné, il y a un faible volume des mitochondries, il est de 5%, alors que chez la personne entraînée, il est de 11%. L'activité enzymatique aussi, elle est faible chez les personnes non entraînées, alors qu'elle est très importante chez les personnes entraînées. Donc, ce que j'ai observé ici, je le rédige sous forme de comparaison. Par rapport à la personne entraînée, on observe chez la personne non entraînée une diminution du volume global des mitochondries accompagnée d'une réduction de l'activité enzymatique mitochondriale. Je peux même dire un faible volume total des mitochondries et une faible activité des enzymes mitochondriales. Pour le document 2 maintenant, alors ici représenter la quantité d'acide lactique produit chez les deux personnes et la consommation de dioxygène chez la personne non entraînée et la personne entraînée. D'accord? Donc, je vais toujours utiliser les données de la personne entraînée comme référence pour savoir ce qui se passe chez la personne non entraînée ici. Alors là aussi, je remarque que chez la personne non entraînée, il y a une grande production d'acide lactique. Vous voyez, elle est de 12, alors que chez la personne entraînée, elle est uniquement de 6. C'est clair. Et pour ce qui est de la consommation de dioxygène, elle est plutôt faible, elle est de 2,5, alors que chez la personne entraînée, elle arrive jusqu'à 5,5 millimoles par litre. Donc j'écris une augmentation de la quantité de l'acide lactique produit, accompagnée d'une baisse de la consommation d'oxygène. Là, j'ai exploité mes documents. Il me reste la deuxième partie, c'est-à-dire expliquer l'augmentation de la fatigabilité. Pourquoi est-ce que la personne non entraînée se fatigue rapidement? Je ne dois pas oublier la remarque qu'on m'avait introduite, c'est que le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d'ATP au niveau des fibres musculaires. Alors justement, chez cette personne, elle va utiliser, comme on a vu ici, la voie anaérobie lactique. La preuve, c'est qu'il y a une grande production d'acide lactique, c'est clair. Et pour renouveler justement l'ATP utilisé au cours de la contraction musculaire. Et nous savons que cette voie produit une faible quantité d'ATP, d'accord? Donc, il y aura une baisse des réserves d'ATP, et là je vais utiliser cette remarque, d'où une fatigabilité qui est plutôt élevée. D'accord? Pour la deuxième partie de cet exercice, justement, pour mettre en évidence l'effet du tabagisme sur l'effort musculaire, un groupe d'élèves fumeurs a été soumis à un test d'endurance. Ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1 km par heure toutes les 2 minutes jusqu'à la fatigue totale. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale aérobie, VMA, exprimant le volume maximal de dioxygène consommé par l'individu testé. Le document 3 représente les résultats en unités arbitraires obtenus chez ce groupe d'élèves comparé à un groupe témoin composé d'élèves non fumeurs. Alors, on me parle d'endurance, on me parle aussi de vitesse maximale aérobie. D'accord? C'est ce que nous allons voir tout de suite et la relation entre les deux. Alors voilà pour mon document 3. Dans l'axe des ordonnées, on me place la VMA en unité arbitraire. Et ici, j'ai le cas des non-fumeurs et le cas des fumeurs.
je passe à ma question. En utilisant le document 3, comparer l'endurance des élèves fumeurs à celle des élèves non-fumeurs. Or, dans mon document 3, j'ai la VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale aérobie, ou là, le volume maximal de dioxygène qui est consommé par cet individu. D'abord, j'utilise mon document 3. Ça va être une comparaison entre la VMA des non-fumeurs et la VMA des fumeurs, en faisant toujours des projections sur l'axe des ordonnées pour avoir ma valeur. Alors, je trouve pour les fumeurs une VMA de 14,5 et je trouve pour les non-fumeurs, toujours en faisant ma projection, une VMA de 16 unités arbitraires. Donc, chez les élèves non-fumeurs, la VMA est estimée à 16 unités arbitraires, alors qu'elle est de 14,5 unités arbitraires chez les fumeurs. Donc, l'endurance des fumeurs est faible par rapport à celle des non-fumeurs, puisque le volume maximal de dioxygène qui est utilisé par les fumeurs est inférieur à celui des non-fumeurs. Donc, les non-fumeurs auront une endurance beaucoup plus forte par rapport aux fumeurs et vice-versa. La fumée de la cigarette, justement, contient le monoxyde de carbone CO qui se fixe sur le même site de fixation du dioxygène au niveau de l'hémoglobine. Le document 4 présente les résultats de mesure de la quantité de monoxyde de carbone transporté dans le sang et la quantité du dioxygène fixée sur l'hémoglobine chez les élèves fumeurs et des élèves non fumeurs. Le document 5, lui, montre le site de fixation du monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, je reviens à cette donnée, d'accord? On me dit que le monoxyde de carbone se fixe sur le même site de fixation du dioxygène. Ça veut dire qu'il va être compétitif avec le dioxygène au niveau de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est quoi? C'est une protéine qui va transporter le dioxygène vers les cellules. Donc, il y aura moins de transport de dioxygène, d'une part. D'autre part, on me dit que le monoxyde de carbone, il se fixe aussi sur la chaîne respiratoire. Et on va voir à quel niveau et quel est son impact, justement. Alors, document 4, on nous présente chez les non-fumeurs la quantité du dioxygène en millilitres par gramme de l'hémoglobine, d'accord? Et aussi chez les fumeurs. Et la quantité de monoxyde de carbone en millilitres par 100 millilitres de sang, aussi bien chez les non-fumeurs que chez les fumeurs. Et là, je vois clairement que la quantité de dioxygène est supérieure chez les non-fumeurs par rapport aux fumeurs, alors que celle du monoxyde de carbone est inférieure chez les non-fumeurs par rapport aux fumeurs. Là, elle est nettement supérieure par rapport à celle-là. Pour le document 5, là, on me propose l'activité de la membrane interne de la mitochondrie, à savoir tout ce qui est réoxydation des transporteurs, le flux d'électrons, la réduction du dioxygène, ensuite le pompage des H+, et le retour à travers la sphère pédonculée et l'activation de cette dernière pour la phosphorylation d'ADP en ATP, d'accord? Et on me rajoute ici le site de fixation du CO. Justement, il va se fixer sur le T6, transporteur T6, et celui-là, il est responsable justement de la réduction du dioxygène en H2O. Alors, la question est la suivante. À l'aide des documents 4 et 5, expliquez comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. D'accord? Alors, d'après justement le document 4, d'accord, je vois clairement que par rapport aux élèves non-fumeurs, les élèves fumeurs ont une diminution du volume du dioxygène fixé sur l'hémoglobine, d'une part, et une augmentation du volume de monoxyde de carbone transporté par le sang. Ici, j'ai exploité le document 4. Quand je passe maintenant au document 5, je me rends compte que mon CO, quand il va se fixer sur le T6, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher justement la réduction du dioxygène, ça va arrêter tout ce flux d'électrons que vous voyez ici. Le flux d'électrons va s'arrêter, d'accord? Si le flux d'électrons s'arrête à travers, bien sûr, les complexes ou les transporteurs de la chaîne respiratoire, on n'aura plus de pompage d'H+,
de la matrice vers l'espace intermembranaire. On n'aura pas non plus une formation de gradient H+, d'accord, ni retour des H+ à travers la sphère pédonculée. Cette dernière ne sera pas activée et ne va pas permettre justement la phosphorylation d'ADP en ATP, donc pas de production d'ATP. Alors, fixation du monoxyde de carbone sur le complexe T6 entraîne un arrêt du transfert d'électrons à travers les complexes de la chaîne respiratoire et donc un arrêt de pompage des H+ à travers ces complexes, pas de formation de gradient H+, pas d'activation de la sphère pédonculée et donc pas de production d'ATP. On nous ajoute que les fumeurs se plaignent souvent de crampes musculaires. Finalement, fumer, ça donne beaucoup d'effets négatifs. Pour expliquer l'origine de ces crampes, on a mesuré chez les élèves fumeurs et d'autres non-fumeurs la concentration sanguine de l'acide lactique et du pH sanguin au niveau du sang veineux partant du muscle, ça veut dire qu'il sort du muscle avant, d'accord, et après un exercice physique. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le document 6. Alors, document 6 nous donne justement la quantité d'acide lactique au niveau du sang veineux avant l'effort physique et après l'effort physique, aussi bien chez les non-fumeurs que chez les fumeurs, ainsi que le pH du sang veineux. Quand je jette un coup d'œil sur ces différentes valeurs, je trouve qu'après un exercice physique, il y a eu une petite augmentation quand même de la quantité d'acide lactique au niveau du sang veineux chez les non-fumeurs, mais là, elle est vraiment énorme. D'accord? C'est 10 fois plus, alors que là, c'était seulement 3 fois plus. La même chose pour le pH, il varie, il diminue légèrement chez les non-fumeurs, alors qu'il y a une grande diminution ici chez les fumeurs. D'accord? Alors, la question est la suivante. En exploitant le document 6 et en vous basant sur vos réponses précédentes, expliquez la faible endurance et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves. Je commence toujours par exploiter mon document, ensuite je passe à mon explication. Alors, après un effort musculaire, on observe chez les fumeurs une augmentation importante de l'acide lactique et une diminution remarquable du pH au niveau du sang veineux partant du muscle. Ça veut dire qu'au fait, notre pH, il a diminué au sein du muscle et cette diminution est transmise au sang. Et ne croyez pas qu'une diminution de 0,05 c'est faible. Au contraire, c'est très important pour les activités enzymatiques. Alors, pour expliquer maintenant, eh ben, c'est très simple. J'y vais, c'est une question de synthèse. Donc, il faut classer les idées selon les faits, selon cause et effet. Donc, chez les fumeurs, le muscle reçoit une quantité importante de monoxyde de carbone au lieu du dioxygène, puisque notre hémoglobine va surtout transporter du monoxyde de carbone au lieu de notre dioxygène. Ça va donner quoi? Une grande fixation du CO sur le complexe T6 au lieu de la fixation du dioxygène. Il entre en compétitivité aussi bien au niveau de l'hémoglobine qu'au niveau du T6. Ça va entraîner quoi? Une diminution de la synthèse de l'ATP par voie aérobie. Nous avons déjà vu auparavant que cette fixation entraîne l'arrêt du flux d'électrons et donc pas de pompage d'H+, pas d'activation de sphère pédonculée, du coup, diminution de la synthèse de l'ATP par voie aérobie. Ça va donner quoi justement? Utilisation de la fermentation lactique. Notre muscle a besoin d'énergie, donc il va avoir recours à la voie anaérobie lactique et former son ATP. Ça va donner deux effets. Premièrement, production de l'acide lactique, d'accord, et diminution du pH au sein de la cellule musculaire et donc du pH du sang veineux partant du muscle. Et chaque variation du pH va entraîner une diminution de l'activité enzymatique du métabolisme énergétique. Nos enzymes seront très affectées par la variation de ce pH. Du coup, on aura une faible production d'ATP. Ça va donner la fatigue et les crampes musculaires. Nous arrivons à la fin de cette partie, d'accord, et on reprendra pour les deux exercices restants une autre fois.